Le Black Friday, que dissimule cette locution dans son assertion contemporaine? Quels en sont les usages actuellement qui sont promus? Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Et lorsque l'on en trouve nos archives combatives, celles de l'histoire sociale, parfois méconnues, occultées, ou dont on biaise le sens, qu'y trouve-t-on? Alors que voici la célébration du capitalisme prédateur et le consumérisme compulsif, l'on aurait intérêt à recouvrer ce passé et d'en nourrir nos présents et nos aspirations. Voyons en quoi le Black Friday a bien plus marqué l'histoire, y compris les conquêtes ouvrières, qu'on ne le pense. Voici puisé dans le Cri du peuple de Jules Vallès, communard impétueux, également dans le Réveil anarchiste de Genève de Louis Bertoni, le typographe anarchiste. Voici ce que la presse d'antan relatait du Black Friday et la manière si obscène, vulgaire, violente avec laquelle le capitalisme opère sa métabolisation. Nous commençons par ces lectures sans en dire plus, pour découvrir chemin faisant ce terrible fait historique de l'histoire sociale, occulté, on l'a dit, mais encore vive ici et là. Et nous continuons notre chemin d'empouvoirment du présent en questionnant les faits combatifs du passé, notre histoire sociale, nos luttes, nos conquêtes, dont on est privé par la saturation de l'espace de l'information et une mémoire pour le moins sélective. Alors rejoins nos rangs, n'hésite plus, étends le domaine de la lutte. Le canal Telegram se situe sur www.libradio.org aux rubriques CLS, Cercle de lecture sociale, et Live. Et donc nous cherchons à tout moment, perpétuellement, des lectrices et des lecteurs pour ressasser ce passé combatif, le recouvrer, le remettre en lumière, et puis en tirer le sucre révolutionnaire qui nous fera enrager le présent et changer les futurs. Bonne écoute. On fait un page de transfusion? Ouais. Faut voir. Est-ce que je peux rester ici ou il faut qu'on aille? Enfin, dans la chambre, c'est mieux si vous faites ok. Du coup, est-ce que une fois que c'est lancé, je peux revenir ici ou... Ah ouais, vous pouvez revenir. Tu as un peu de patience encore? Ouais. Cool. Allez, let's go. Ouais. Je t'attends là alors. Ouais, ça va? Ouais. Prends-toi à boire. Non, ça va. Alors, on continue avec le réveil anarchiste du 1er mai 1934. 37, pardon. 1er mai 1886. Origine du 1er mai. À peine 50 ans se sont écoulés et déjà il semble que l'origine du 1er mai est oubliée. Les ouvriers connaissent et croient presque tous à la légende du Christ, il y a 2000 ans, mais ils ont oublié que les 8 humbles travailleurs appelés les martyrs de Chicago, c'est que toute une classe d'imposteurs ont intérêt à faire perdurer le mensonge du christianisme, tandis qu'il n'y a aucun profit, même pour les politiciens du socialisme, à rappeler le martyr de 8 anarchistes de Chicago, s'offrant en 1887 à l'Holocauste capitaliste pour hâter l'émancipation du travail et des travailleurs. 1er mai 1886. Depuis 20 ans, les travailleurs américains revendiquaient la journée de 8 heures. Les dirigeants en vinrent à la conviction que les démarches, les interventions parlementaires étaient absolument inefficaces et décidèrent de grandioses manifestations dans tous les États-Unis le 1er mai 1886. Dès cette date, personne ne devait travailler plus de 8 heures. Les anarchistes, tout en avertissant que la journée de 8 heures ne résoudrait pas la question sociale, firent leur possible pour réveiller la solidarité des masses afin que la grève formidable du 1er mai 1886 balayât les résistances patronales. Partout, la lutte fut âpre et les ouvriers obtinrent quelques réductions de la durée du travail qui variait à cette époque de 18 à 12 heures par jour. Le massacre. Le 3 mai, une multitude de 7 à 10 000 personnes manifestaient contre les usines de machines agricoles McCormick. La police intervint avec les fusils à répétition.
La foule s'enfuit, laissant sur place 6 morts et de nombreux blessés. En réponse à cette fusillade, le lendemain, le quotidien anarchiste Die Arbeiter Zeitung publiait un appel se terminant par ces phrases. « Assez de pleurer ceux qui souffrent. Ayez du cœur, esclaves, révoltez-vous. » Le 5 mai, plus de 15 000 travailleurs assistaient au meeting sur la place publique. Les policiers, armés de leurs fusils à répétition, se préparaient à renouveler leur infamie de l'avant-veille. En ce moment, une bombe fut lancée dans les rangs des flics, en renversant une 60aine, dont 8 moururent de leurs blessures. La bataille s'engagea alors entre les revolvers des manifestants et les carabines des policiers. Le sang ouvrier coula à flots. Répression. Immédiatement commencèrent les persécutions. Tous les militants furent arrêtés, ainsi que tous les rédacteurs et typos des journaux anarchistes. La réaction s'acharna tout particulièrement contre 8 des organisateurs de la manifestation. Ce furent les militants anarchistes Spies, Schwab, Fischer, Ling, Engel, Fielden, Parsons et Niebe. Après 3 semaines d'un procès façon, tous furent condamnés à mort, sauf Niebe, frappé de 15 ans de bagne. Toutes les défenses des inculpés furent un acte de foi en idée. Attends, j'arrive pas à lire ce truc. L'idéal d'émancipation. Furent un acte de foi en l'idéal d'émancipation des travailleurs. Ah, d'accord, ça me paraît plus clair. Toutes les défenses des inculpés furent un acte de foi en l'idéal d'émancipation des travailleurs. Parsons parla pendant 8 heures en s'adressant par-dessus le tribunal aux travailleurs du monde entier. La mort. C'est au 11 novembre 1887 que fut fixée l'exécution des martyrs de Chicago. Cette date est à signaler à ceux qui célèbrent l'armistice du 11 novembre 1918. Après 18 mois de prison préventive et d'attente de la mort, les militants ouvriers Pearson, Spies, Engel, Fischer furent pendus. Les peines de Frieden et Schwab furent commuées en travaux forcés. Quant à Ling, décidé à se soustraire aux assassins légaux, il s'était fait sauter la tête dans sa cellule à l'aide d'une cartouche de fulminate. La mère de Ling méritait d'avoir un fils comme Louis. Quelques jours avant sa mort, elle écrivait à son fils adoré « Moi aussi, comme tu le sais, j'ai lutté péniblement pour vous donner du pain à toi, à ta sœur et à moi-même. Et foi d'honnête femme, je resterai après ta mort aussi fier de toi que je l'ai été durant ta vie. Toute femme que je suis, je ferai comme toi si j'étais un homme. » Et une tante lui écrivait « Cher Louis, quoi qu'il arrive, même le pire, ne montre pas à ces misérables aucune faiblesse. » Face à la mort, les martyrs de Chicago, repoussant du pied des prêtres abominables, furent admirables. Ils furent dignes de la noble cause qu'ils défendaient. Victoire. Pendant les 2 années qui suivirent, le mouvement ouvrier s'affaissa sous le fait de la répression. Mais reprenons courage, la classe ouvrière des USA arracha à ses bourreaux la journée de 8 heures, quelques années après le crime de Chicago. Une révision du procès eut lieu 7 ans plus tard, et les 8 anarchistes furent reconnus innocents après la démonstration que le procès avait été truqué de toutes pièces. Et, en septembre 1889, le Congrès international de Paris décida que la date du 1er mai serait adoptée comme journée internationale pour mettre les pouvoirs publics en demeure d'appliquer les 8 heures et les revendications de la classe ouvrière. C'est pourquoi le 1er mai n'est pas une fête, mais doit être une journée d'affirmation révolutionnaire contre le capitalisme. Et voilà. On continue avec le cri du peuple du 11 novembre 1887. Les martyrs de Chicago. Les assassinats de Chicago. Quadruple pendaison. Dans la prison, l'attitude des condamnés, l'agonie. Les 4 anarchistes condamnés à mort, dont la peine n'a pas été commuée, ont été pendus vendredi à midi dans la prison de Chicago.
En prévision d'une tentative des anarchistes pour délivrer leurs camarades ou empêcher l'exécution, des mesures extraordinaires avaient été prises. Autour du bâtiment de la prison et dans toutes les rues environnantes, des cordons de milices à pied et à cheval, on empêchait la foule d'approcher. L'intérieur de la prison était garni d'agents de police. Les troupes étaient consignées dans toutes les casernes. Ce matin, les gendres des 3 condamnés s'étaient présentés chez le directeur de la prison pour demander l'autorisation de dire adieu à leurs parents. Cette autorisation leur ayant été refusée, ils déclarèrent ne pas vouloir quitter la prison avant qu'on eût fait droit de leur demande. On a fini par les écrouer en attendant que l'exécution fût terminée. Lorsque midi approchant, on vint prévenir les prisonniers de se présenter à mourir, le condamné Fischer entonna à haute voix la Marseillaise. Puis, entendant le bruit causé par l'érection de l'échafaud, il parla de ses rêves de jeunesse et de sa patrie, l'Allemagne. À midi moins 10, les 4 condamnés furent extraits de leurs cellules. On les réunit et le cortège se dirigea vers le lieu du supplice, situé dans une partie de la prison. Un shérif ouvrait la marche, puis venaient les condamnés dans l'ordre suivant, Spieß en avant, ensuite Fischer, puis Parsons et, comme dernier, Engel. Tous les 4 étaient habillés de noir, leurs mains étaient attachées derrière le dos et des 2 côtés des gardiens les tenaient par le bras. Lorsque l'exécuteur des hautes œuvres ajusta le nœud coulant autour du cou d'Engel, celui-ci poussa le cri « Vive l'anarchie !» Spieß et Parsons avaient la face résolue et froide. Fischer, de superbes indifférences ainsi qu'il était dans la vie, semblait embrasser la mort. Il dit à haute voix que ce moment était le plus heureux de sa vie. Parsons ouvrait la bouche pour parler lorsque la trappe s'ouvrit sous ses pieds. Il tomba dans le vide avant d'avoir pu prononcer un mot. Les dernières paroles de Spieß ont été « Salut tant, où notre silence sera plus puissant que nos voix qu'on étrangle dans la mort. » L'agonie de Spieß et de Fischer a été terrible. Parsons s'est débattu épouvantablement dans le vide. Leurs corps ont été placés dans des cercueils. Celui de Fischer et celui de Parsons ont été emportés par leurs femmes. Celui de Spieß a été remis à sa mère. Celui d'Engel a été transporté dans une maison de l'avenue de Milwaukee. 250 personnes environ, parmi lesquelles beaucoup de journalistes, assistaient à l'exécution. Le soir, une foule considérable est massée dans l'avenue de Milwaukee. La population travailleuse de Chicago, tenue depuis de longs mois sous la terreur, se réveille lentement. On n'a pas arrêté le mouvement ouvrier en pendant des hommes qui l'ont si longtemps, si courageusement dirigé. La bourgeoisie de Chicago, comme toutes les bourgeoisies, nous a fait voir ce dont elle est capable. Sa haine féroce a dépassé les bornes. Elle n'a pas craint d'exécuter son inique sentence, se croyant assez forte pour détruire en tuant 4 militants l'idée nouvelle et les revendications prolétariennes. Nos amis, nos frères de l'Illinois ont été pendus. Bravement, ils sont morts. Devons-nous nous contenter de les pleurer? Non. Il y a autre chose à faire. Assez de protestations vaines. Aux actes. De graves événements vont se produire d'ici peu et 2 partis exploiteurs et exploités seront en présence. Il y aura une bataille. Soyons prêts à la livrer. Et comme les martyrs de Chicago, soyons prêts, nous aussi, à mourir pour notre cause, qui est celle de la justice. Vive la révolution sociale, vive l'anarchie. Et c'est signé Edward Deverius. Alors il y a une chanson, la chanson du jour, Le sang des martyrs, dont voici les propos, composés par Jules Jouy. Croyant étrangler les pensées, les bourgeois pendent les penseurs. Malgré les potences dressées, les pendus ont des successeurs. Vous pouvez viser les idées et les abattre dans vos tirs. Elles grandissent fécondées par le sang des martyrs.
exploiteurs des deux hémisphères, Russes, Français, Américains, négriers, tripoteurs d'affaires, monarchistes, républicains. D'un bout à l'autre des deux pôles, contentez vos secrets désirs, plongez-vous jusqu'aux deux épaules dans le sang des martyrs. C'est par vous que, couvrant la plaine, pousse la moisson de demain. C'est par vous que la gerbe est pleine d'épis gras pour le genre humain. L'idole, dans son temple immense, grandit par la mort des fakirs. Les semeurs, c'est vous. La semence, c'est le sang des martyrs. Voilà la chanson « Le sang des martyrs ». On sait que les condamnés de Chicago étaient au nombre de 7. Spies, Parson, Engel, Fischer, dont on vient de voir la mort héroïque. Ling qui s'est suicidé dans sa prison. Et Schwab et Fielden, dont la peine a été commuée en celle de la réclusion perpétuelle. Nina Van Zandt, dont nous publierons le portrait, donc il sera mis dans nos textes ici sur Libre Radio. Nous publions le portrait. À la deuxième page, était la compagne de Spies. Voilà. On termine avec le réveil anarchiste du 10 avril 1937. 1887-1937, 50e anniversaire des martyrs ouvriers de Haymarket. Nous recevons un appel envoyé à 700 organisations ouvrières et libérales d'Amérique pour former un comité national dans le but d'organiser la commémoration du 50e anniversaire de la tragédie de Haymarket, marché au foin. Voici un résumé de cet appel. À la convention de l'American Federation of Labour, tenue en 1885, une résolution avait été adoptée appelant à ce que tous les travailleurs des États-Unis à se préparer pour le 1er mai 1986, pour la lutte historique qui devrait établir les 8 heures de travail par jour en Amérique. Au 1er mai 1986, les travailleurs de Chicago répondirent plus nombreux que partout ailleurs à cet appel de l'American Federation of Labour, qui commençait à cette époque à organiser les travailleurs. Une grève était alors en cours à Chicago, à la compagnie de machines agricoles McCormick. Le 1er mai 1986, les grévistes et les piquets furent assaillis et battus par les priseurs de grève armés par la compagnie, aussi bien que par la police dans le but de briser la grève. Il y eut de nombreux blessés et un mort parmi les ouvriers. Le 4 mai, un grand meeting de protestation fut tenu à The High Market Square, place qui devint fameuse dans les annales de l'histoire ouvrière par les événements qui suivirent. Après plusieurs heures, comme le meeting allait se disperser, la police, sans aucune provocation et sans avertissement de sa part, se précipita dans la foule et commença à faire feu. Dans la mêlée qui suivit, une bombe fut lancée et jusqu'à présent, il n'a pas été possible d'établir par qui. Des milliers de personnes, témoins des faits, ont pensé que cette bombe a été lancée par un agent provocateur aux ordres des patrons dans le but d'amener le règne de la terreur qui suivit à Chicago et ailleurs. Il y eut en effet un grand nombre d'arrestations de chefs de militants et d'ouvriers, des organisations syndicales ou libérales. Après plusieurs éliminations, 8 ouvriers furent inculpés de l'attentat. Nous n'entendons pas retracer ici l'histoire des faits qui aboutirent à la condamnation de ces 8 ouvriers, dont 3 à la prison perpétuelle et 5 à la pendaison. L'histoire des 3 condamnés à la prison et libérés quelques années après a été écrite par John P. Altgeld, alors gouverneur de l'État de l'Illinois, dont Chicago est la capitale. Cette histoire restera dans la littérature dédiée à la justice humaine et au droit du travail, à s'organiser et à améliorer les conditions. Un fait qui ressort de la libération accordée par John P. Altgeld, c'est qu'il était convaincu de l'innocence d'Oscar Niebel, Samuel Filzen, Michael Schwab, ainsi que celle de leurs compagnons exécutés. Le sacrifice de ces prisonniers, il y a 50 ans, n'a pas été vain, et c'est un exemple qui ne doit pas être oublié. La commémoration du 11 novembre 1937 doit être un événement dans l'histoire du mouvement ouvrier américain et de l'American Federation of Labour,
qui a lancé en 1886 le mouvement des 8 heures. Elle collaborera à l'organisation de ce cinquantenaire. Le CLS est le cercle de lecture sociale. Bienvenue. Si tu veux nous rejoindre, rien de plus simple. Tu passes par www.libradio.org, la rubrique CLS ou la rubrique live. Et là, il y a le canal Telegram à ta disposition. Ciao.